Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours. Aujourd'hui, nous traiterons le chapitre énergie électrique du programme de terminale STL en spécialité physique, chimie et mathématiques. Pour commencer, nous allons parler de la loi des nœuds. Pour savoir utiliser la loi des nœuds, il faut comprendre ce que c'est un nœud. Un nœud, c'est un point de connexion d'au moins 3 dipôles. Prenons un exemple. Ici, j'ai représenté un circuit électrique avec des points d'intérêt numérotés A, B, C, D, E et F. Et ici, des nœuds, il y en a en fait deux dans ce circuit. Il y a tout d'abord le point B ici, qui relie un générateur à deux ampoules. Il y a donc au total 3 dipôles, c'est donc bien un nœud. De la même manière que le point E en bas, où il y a un générateur et deux ampoules, c'est donc encore un point de connexion de 3 dipôles. En revanche, le point C ici n'est pas un nœud, parce qu'il ne relie que deux ampoules l'une à l'autre. Il n'y a donc pas 3 dipôles qui sont reliés, ce n'est donc pas un nœud. Maintenant que l'on a compris ce que c'était un nœud, on va pouvoir énoncer cette fameuse loi des nœuds. Alors la loi des nœuds, elle nous dit ceci. La somme des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants sortant de ce nœud. Prenons des exemples. Si on prend ici le nœud B, il y a un courant entrant I1 et il y a deux courants sortants I2 et I3. On va donc pouvoir dire que d'après la loi des nœuds, dans le nœud numéro B, I1 est égal à I2 plus I3. On pourrait faire exactement la même chose avec E, où on aurait quelque chose de tout à fait similaire. Mais ce qu'il est intéressant de retenir ici, c'est qu'en fait, dans une branche, c'est-à-dire entre deux nœuds, l'intensité du courant est constante. Si par exemple on s'intéresse à la branche qui fait BCDE, puisqu'on est dans une branche, l'intensité du courant est constante, c'est-à-dire que le I2 qu'on a écrit en haut à droite entre B et C, c'est le même entre D et E. C'est la même intensité. Ici, il y a un petit moyen logique de comparaison avec un ruisseau. Un ruisseau, c'est simplement de l'eau qui coule dans un ruisseau, comme dans un circuit électrique où il y a des électrons qui se déplacent. Dans un ruisseau, si on considère qu'il n'y a pas d'affluent qui arrive, d'autres ruisseaux, etc., le débit d'eau qui arrive par le haut du ruisseau va être égal au débit d'eau qui part par le bas du ruisseau. Et ici, c'est exactement la même chose, sauf que forcément, on n'a pas un débit d'eau, mais un débit d'électrons, et le débit d'électrons se mesure en ampères, donc c'est une intensité. Maintenant, passons à la loi des mailles. Alors, avant toute chose, il faut comprendre ce que c'est une maille. Une maille, c'est une portion de circuit formant une boucle fermée. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. Ici, j'ai trois mailles dans ce circuit. J'ai la maille ABEF qui forme une boucle fermée. J'ai la maille BCDE. Et enfin, j'ai la maille ACDF. Maintenant que l'on a compris ce que c'est une maille, on va pouvoir passer à l'énoncé de la loi des mailles. Alors, cette loi des mailles, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la somme des tensions fléchées dans un sens est égale à la somme des tensions fléchées dans l'autre sens dans une maille. Autrement dit, la somme des tensions fléchées dans une maille est égale à 0. Bien sûr, il faut donc savoir comment flécher les tensions. Et pour cela, on a une convention, la convention générateur-récepteur. Cette convention, elle nous dit que pour un générateur, la tension est fléchée dans le sens de l'intensité. Ici, par exemple, pour notre exemple, on a notre générateur, l'intensité va en direction de A puis B. Donc ici, notre tension, qu'on appellera UG pour tension du générateur, va vers le haut. Et pour les récepteurs, c'est donc l'inverse. La tension est fléchée dans l'autre sens par rapport à l'intensité. Si on prend, par exemple, notre ampoule entre B et E, l'intensité va de B vers E. Donc la tension sera fléchée dans l'autre sens, que l'on appellera ici U1. Et puis on peut faire pareil pour les autres ampoules, c'est-à-dire celles entre B et C, et entre C et D. Maintenant que l'on a fléché nos tensions, on peut appliquer la loi des mailles. Si on l'applique pour la maille ABEF, du coup on va avoir UG est égal à U1, d'après la loi des mailles. On peut faire la même chose sur la maille BCDE, où cette fois on aura U1 est égal à U2 plus U3. Et on pourrait aussi le faire sur la maille ACDF, où on aurait UG est égal à U2 plus U3, mais ici je ne l'ai pas représenté. Maintenant, on va voir un prérequis, c'est l'usage du multimètre que vous avez déjà rencontré au cours de votre scolarité.
Le multimètre, on peut l'utiliser pour plusieurs mesures, notamment comme ampèremètre. Il permet ainsi de mesurer l'intensité du courant dans un circuit, et pour cela, il faut le brancher en série. Généralement, on essaye de brancher la borne A de l'ampèremètre sur la borne plus du générateur. En fait, ça permet d'avoir une intensité positive, mais on peut aussi le brancher à l'inverse, hein, simplement on aura une intensité négative. Il faut bien comprendre en fait comment on branche un ampèremètre parce que ça permet de déduire le sens du courant. Là, ici, dans l'exemple, comme il est branché, normalement, l'intensité qu'on va avoir sera positive. On peut aussi utiliser le multimètre comme un voltmètre, ça va permettre de mesurer la tension. Le voltmètre sera branché en dérivation parce qu'une tension, elle est toujours mesurée aux bornes d'un dipôle. En fait, une tension, c'est une différence de potentiel. Du coup, pour faire une différence de potentiel, il va falloir se mettre à deux points différents, c'est-à-dire avant et après un dipôle. Généralement, on branche la borne V du voltmètre sur le plus, la borne plus du dipôle. Ça permet d'avoir en fait une tension positive. Encore une fois, si on le branche à l'envers, bah, c'est pas grave. Simplement, on aura une tension négative. Et grâce au signe de la tension, on peut déterminer où est le plus et où est le moins. Dans ce circuit, là, on fait donc la différence de potentiel entre deux parties du circuit. Ici, la partie haute et la partie basse, que j'ai représentée en bleu et en vert. En fait, ici, on a branché notre voltmètre aux bornes de l'ampoule. Mais en fait, ce qu'on mesure aussi, ben, c'est aussi la tension borne du générateur. Ça, on le sait parce qu'en fait, bah, la partie en bleu, quel que soit l'endroit où on est, en fait, on est au même potentiel, puisque bah, il n'y a pas de dipôle sur cette section-là. Maintenant, on va voir un certain nombre de formules que vous avez déjà vues au cours de votre scolarité. Tout d'abord, la loi d'Ohm. U égale RI. Avec U en volts, c'est la tension. R, la résistance en ohm, qui est notée avec la lettre grecque oméga. Et I, l'intensité du courant en ampères. Ensuite, la notion de puissance et d'énergie. Alors, tout d'abord, la puissance, c'est une grandeur qui est donnée en watts. Et la relation, c'est P, donc la puissance, est égale à U fois I, où U est la tension et I l'intensité. Et grâce à la loi d'Ohm, on peut remplacer U et I par d'autres grandeurs. Donc on pourrait écrire que P est égal à R fois I carré en remplaçant U. Ou on peut aussi remplacer I et on obtiendrait P est égal à U carré sur R. Alors toutes ces grandeurs ici sont données dans le système international, c'est-à-dire que les tensions seront en volts, les intensités en ampères et la résistance en ohms. Et pour l'énergie qui elle, est donnée en joules, eh bien, il suffit de multiplier la puissance par une durée. A noter qu'ici, les unités, ça sera pour la durée des secondes et pour la puissance, ça sera bien des watts. Voilà pour ces quelques formules qui normalement ne vous poseront pas de problème parce que vous les avez déjà vues. Continuons en parlant des pertes dans un circuit électrique simple. Alors dès qu'il y a un courant, il y a toujours une perte liée à l'échauffement du fil en raison du trajet des électrons, c'est-à-dire du courant. Et ça, bah, ça s'appelle l'effet Joule. Alors à l'exception des supraconducteurs où il n'y a pas ce problème. L'effet Joule, c'est en fait la conversion de l'énergie électrique en énergie thermique, c'est-à-dire sous forme de chaleur. Une partie de l'énergie électrique est donc perdue. Pour cela et pour le calculer, on utilise cette relation. L'effet Joule, c'est égal au produit entre la résistance interne du dipôle fois le courant qui traverse ce dipôle au carré. Alors on peut également faire la même chose avec un circuit électrique où on prendra la résistance interne du circuit électrique et l'intensité qui passe dans ce circuit. Un exemple d'appareil qui utilise l'effet Joule pour fonctionner, c'est le radiateur électrique. En fait, un radiateur électrique, c'est fait de conducteurs ohmiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment les résistances, même si ce n'est pas le bon mot. Et le courant passe donc dans ce conducteur ohmique. Et puisque ce conducteur ohmique a une grande résistance, bah cela va transformer une grande partie d'énergie électrique en énergie thermique. Et ça chauffe une pièce. Donc, le radiateur électrique utilise pour fonctionner le principe de l'effet Joule. Maintenant, on va parler un petit peu de choses que vous avez dû faire en TP, avec notamment le rendement du moteur électrique. Alors, pour déterminer le rendement du moteur électrique, on utilise cette relation.
eta, donc le rendement, est égal à l'énergie utile, donc ici l'énergie produite par le moteur, sur l'énergie consommée, c'est-à-dire celle qu'a utilisé le moteur pour fonctionner. Alors le mieux pour savoir qui est l'énergie utile et qui est l'énergie consommée, c'est de faire une chaîne énergétique du moteur électrique. Dans une chaîne énergétique, on a donc besoin d'un convertisseur, ici c'est donc le moteur, et ce moteur il a donc besoin d'une énergie pour fonctionner, c'est donc l'énergie électrique fournie par le générateur. Le moteur va convertir cette énergie électrique en énergie mécanique qui va le donner à une masse ou un objet qui est accroché au moteur. Et bien sûr, au cours de tout ça, il va perdre une partie de cette énergie sous forme de chaleur, qu'on va appeler énergie thermique, et qui va le donner au milieu extérieur. Ici, on peut donc identifier les deux énergies qui correspondent à l'énergie utile et l'énergie consommée. L'énergie utile, c'est l'énergie que l'on veut obtenir du moteur, c'est-à-dire l'énergie mécanique. Et l'énergie consommée, c'est-à-dire celle qu'a eu besoin le moteur, c'est donc l'énergie électrique. On peut donc réécrire cette relation du rendement en remplaçant l'énergie utile par l'énergie mécanique et l'énergie consommée par l'énergie électrique. Maintenant, deux questions se posent. Comment déterminer la valeur de l'énergie mécanique fournie par le moteur et comment déterminer la valeur de l'énergie électrique consommée par le moteur pour déterminer le rendement? Commençons par l'énergie mécanique. Expérimentalement, on peut prendre un moteur électrique au bout duquel on accroche un fil sur lequel pend une masse. On met en marche le moteur, la masse remonte et on va pouvoir déterminer cette énergie en considérant que l'énergie fournie par le moteur va correspondre à la variation d'énergie potentielle de pesanteur de la masse. Ici, petit h, c'est la hauteur qu'a parcouru l'objet, c'est la variation de hauteur. La masse m correspond en fait à la masse de la masse suspendue. Et G, c'est l'intensité de pesanteur terrestre qui vaut 9,81 Newton par kilogramme. Ainsi, expérimentalement, on a pu déterminer l'énergie fournie par le moteur, qui est donc l'énergie mécanique. Passons maintenant à l'estimation et à la mesure de l'énergie électrique consommée par le moteur. Pour cela, ce que l'on doit faire, c'est que pendant que le moteur monte la masse, il lui permet de prendre de la hauteur, il va falloir mesurer quelle énergie a consommé ce moteur. Étant donné que c'est de l'énergie électrique, on va déterminer cette valeur en la mesurant grâce à un appareil qui s'appelle un joule-mètre. Le joule-mètre est fait de deux parties, une partie ampère-mètre et une partie voltmètre. Le voltmètre est directement branché sur les bornes du moteur pour mesurer la tension et la partie ampère-mètre est branchée en série dans le circuit pour déterminer l'intensité du courant passant dans le moteur. À partir de là, le joule-mètre va pouvoir déterminer la valeur de la puissance consommée par le moteur en faisant le produit de la tension et de l'intensité. Il va ensuite multiplier cette puissance par la durée de fonctionnement du moteur. Alors ici, en fait, ça va être la durée de l'expérience que l'on aura indiquée au joule-mètre. Et ça va nous permettre d'obtenir une valeur d'énergie. Et ça sera donc l'énergie électrique, c'est-à-dire la deuxième valeur qui nous intéressait pour déterminer le rendement du moteur. On a donc maintenant l'énergie mécanique, l'énergie électrique. On sait comment les déterminer et comment les mesurer expérimentalement. Et ça, c'est quelque chose que vous devez savoir faire et qu'on pourrait vous redemander le jour du bac. Autre TP que vous avez dû réaliser, c'est la caractéristique courant-tension d'un panneau photovoltaïque. Pour déterminer et tracer cette caractéristique courant-tension, il faut donc mesurer la tension et l'intensité dans des conditions différentes. Et là, pour ça, on va réaliser le montage que vous avez sous les yeux. Tout d'abord, on va avoir besoin de la tension fournie par le panneau photovoltaïque. Pour ça, j'ai branché ici un voltmètre directement sur les bornes de ce panneau. Pour mesurer l'intensité, j'ai ici branché un ampère-mètre en série avec le panneau photovoltaïque et cela, ça va me permettre de déterminer l'intensité de courant fournie par ce panneau photovoltaïque. J'ai également placé ici une résistance variable
qu'on appelle aussi boîte à décades. Et en fait, ça va nous permettre de faire varier la résistance et donc varier les paramètres. Donc, du coup, la tension et l'intensité vont évoluer d'une certaine manière. Et ça va nous permettre de faire varier les conditions et de tracer cette caractéristique. Alors, comment faire l'expérience ici et relever les valeurs de tension et d'intensité fournies par le panneau photovoltaïque? Déjà, la première chose va être de faire en sorte que le panneau photovoltaïque puisse produire de l'énergie. Je vais donc placer une ampoule au-dessus du panneau photovoltaïque, ça va lui donner une certaine énergie lumineuse. À partir de là, mon panneau photovoltaïque va fournir de l'énergie électrique et je vais donc pouvoir mesurer ma tension et mon intensité. Je vais faire ces différentes mesures à des valeurs de résistance différentes au niveau de la boîte à décades. Tout d'abord, je vais faire une résistance infinie. Alors pour ça, en fait, il suffit d'ouvrir le circuit parce qu'à résistance infinie, le courant ne passe pas, donc I vaut 0. Et puis pour les autres valeurs, j'ai simplement à fermer le circuit et là, j'ai juste à régler différemment ma boîte à décades. Et j'obtiens à partir de là le tableau que vous avez sous les yeux où j'ai des valeurs de tension et d'intensité pour chaque valeur de résistance. Et grâce à ces données, je vais pouvoir tracer ma caractéristique intensité-tension de ma cellule photovoltaïque. À noter qu'il y a deux points intéressants sur ce graphique. Tout d'abord, la tension à vide lorsque l'intensité est nulle, mais aussi l'intensité ou courant de court-circuit lorsque la tension est nulle. Il est important de savoir comment on réalise la caractéristique d'un panneau photovoltaïque, parce que normalement vous êtes censé l'avoir fait, et donc on pourrait vous le redemander le jour du bac. On pourrait aussi vous demander de comparer une source idéale de tension avec un panneau photovoltaïque au niveau de leurs caractéristiques. Ici à droite, j'ai représenté la caractéristique intensité-tension d'une source idéale de tension. Alors ici, les valeurs sont choisies arbitrairement, ce n'est qu'un exemple. Il faut être vigilant aux axes. Ici, en fait, il y a une inversion de la tension et de l'intensité en fonction des deux graphiques, mais en fait, le principe reste le même. On représente la tension en fonction de l'intensité ou inversement. Et nous, ce que l'on va surtout retenir, c'est que pour le panneau photovoltaïque, la tension n'est pas constante, elle dépend de l'intensité, alors que pour la source idéale de tension, cette tension est indépendante de l'intensité. Quelle que soit la valeur de l'intensité, la valeur sera toujours la même. Et ça, vous devez le savoir, c'est la définition de la source idéale de tension. Et cette différence entre les deux, vous devez être capable de l'expliquer et de la donner le jour du bac. Ça fait partie des capacités exigibles. Pour continuer, on va parler de la quantité d'électricité. Mais avant, j'aimerais vous parler un petit peu de l'intensité. L'intensité, c'est le nombre de charges transportées dans un circuit par seconde. En fait, c'est un débit de charge. Et si on connaît bien cette définition, on peut retrouver facilement cette formule. L'intensité, c'est donc le nombre de charges divisé par un temps, parce que c'est le nombre de charges qui passent dans un circuit par unité de temps. Il faut juste rappeler des unités avec l'intensité en ampères, la charge électrique en coulombs et la durée en secondes. Maintenant que l'on a compris ce qu'est l'intensité, il est plus facile de déterminer la quantité d'électricité dans une pile, à partir de l'intensité et de la durée de fonctionnement. Si je vous dis que la pile, elle peut fonctionner pendant 24 heures à une intensité de quelques milliampères, je peux facilement retrouver la charge électrique stockée dans cette pile. Alors cette charge électrique, elle est généralement donnée en coulombs, mais elle est parfois donnée dans une autre unité, l'ampère-heure. C'est généralement le cas par exemple pour les téléphones portables ou les ordinateurs portables. Quand vous regardez sur la fiche technique, l'unité c'est l'ampère-heure ou parfois le milliampère-heure, mais c'est la même chose. Généralement, on vous donnera toujours la conversion pour passer des coulombs aux ampères-heure. Pour continuer, maintenant, on va déterminer l'énergie disponible dans une pile à partir de sa tension à vide, mais aussi de la quantité d'électricité que l'on sait maintenant estimer. On vient de le faire juste avant. Pour cela, il y a une relation à connaître. Alors, ici, je vais faire un petit raisonnement pour pouvoir la retrouver grâce à la logique et d'éviter de l'apprendre. Mais si vous voulez, vous pouvez apprendre la formule par cœur qui sera à la fin du petit raisonnement. Nous, ce que l'on connaît, c'est que l'énergie, c'est la puissance multipliée par une durée. Alors ici, puisque c'est l'énergie d'une pile, je la note WE, mais ça reste une énergie. Ça, c'est une formule que l'on connaît. Et on sait aussi que la puissance,
Eh ben, c'est l'intensité fois la tension. Donc, je peux remplacer P par U fois I. Et grâce à la formule que l'on a vue juste avant, on sait que l'intensité, c'est le nombre de charges par un temps, donc Q, le nombre de charges, divisé par la durée delta T. En simplifiant, on se retrouve donc avec cette formule. Et si on réadapte cette formule par rapport au contexte, et ben du coup, on pourra dire que l'énergie disponible WE est égale à la tension à vide U vide fois la quantité d'électricité stockée QS. Il faudra être attentif aux unités. L'énergie disponible dans la pile est donnée en joules, la tension à vide est donnée en volts et la quantité d'électricité stockée est en coulombs. Comme on l'a vu tout à l'heure, parfois elle n'est pas donnée en coulombs mais en ampères-heure. Dans ces cas-là, l'énergie sera en watts-heure. Alors rappelez-vous, hein, l'énergie c'est la puissance fois la durée. Donc la puissance en watts fois la durée. Et donc des watts fois des heures, les watts-heures, c'est bien une unité d'énergie. Parce que c'est une puissance fois un temps. Voilà pour ce chapitre. C'est un chapitre qui est quand même assez dense, assez important. Je vous conseille de faire des fiches résumées, ça pourra vous aider pour mieux synthétiser ce chapitre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à bien refaire les exercices faits en classe, à vous entraîner et à vous abonner si cette vidéo vous a plu.